Bonjour, bonsoir les kids. Je vais vous conter l'histoire de Boucle d'Or et les Trois Ours dans les éditions Milan dans la collection Mes Petits Oncles. Boucle d'Or et les Trois Ours. Il était une fois trois ours qui vivaient dans une maison au fond des bois. Le premier était un ours très grand, immense, géant. Le deuxième était de taille moyenne. Le troisième, enfin, était tout petit, minuscule, rikiki. Ce jour-là, les trois ours s'apprêtaient à prendre leur petit déjeuner. Le premier dans ce bol très grand, immense, géant. Le deuxième dans son bol de taille moyenne. Et le troisième dans son tout petit bol, minuscule et rikiki. Comme la bouillie était brûlante, les trois ours décidèrent de sortir se promener le temps de laisser tiédir leur petit déjeuner. La maison n'était jamais fermée à clé. Ces gentils ours n'en voyaient pas l'utilité, sûrs que personne n'oserait entrer chez eux sans y être invité. Ce jour-là, pourtant, une fillette aux boucles dorées passa près de là et, poussée par la curiosité, ouvrit la porte et entra. Mise en appétit par le parfum de la bouillie, Boucle d'Or s'approcha du petit déjeuner. Elle plongea une cuillère dans le plus grand bol. « Aïe !» s'écria-t-elle, « c'est chaud !» Puis elle goûta à la bouillie dans le bol de taille moyenne. « Berk !» rouspéta-t-elle, « c'est froid !» Enfin, elle plongea une cuillère dans le plus petit bol. « Miam ! Ce n'est ni trop chaud ni trop froid, juste comme il faut. » Et elle mangea la bouillie tout entière. Rassasiée, Boucle d'Or voulut se reposer dans un fauteuil. Elle grimpa sur le plus grand des trois, mais le trouva trop dur. Alors elle sauta sur le fauteuil du milieu, mais le trouva trop moelleux. Elle finit par s'asseoir dans le plus petit des trois et s'exclama « Youpla ! Celui-ci n'est ni trop dur, ni trop moelleux, juste bon pour moi. » Mais le minuscule fauteuil était fragile, et à force de se trémousser, la fillette fit craquer l'assise. De plus en plus fatiguée, Boucle d'Or se dit qu'il devait y avoir des lits dans ce logis. Elle explora toutes les pièces et découvrit une grande chambre avec 3 lits, un très grand, immense, géant, puis un moyen, et enfin un tout petit, minuscule rikiki. La fillette se glissa dans le plus grand, mais le matelas ne lui convint pas. Elle avait la tête trop en l'air, les pieds trop en bas. Elle se glissa dans le lit du milieu, mais ce ne fut pas mieux. Cette fois, cette tête était trop en bas et ses pieds trop en l'air. Finalement, elle choisit le tout petit lit et murmura « quel bonheur! Ce matelas est parfaitement plat. » Puis, elle s'endormit. Pendant ce temps, les trois ours avaient rebroussé chemin. Ils étaient affamés et impatients de prendre leur petit déjeuner. Aucun d'eux ne s'attendait à ce qu'ils allaient trouver. « Quelqu'un a trempé une cuillère dans ma bouillie !» rugit l'ours très grand, immense, géant. « Quelqu'un a goûté ma bouillie aussi !» grommela l'ours de taille moyenne. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie et elle a toute fini !» gémit le tout petit, minuscule rikiki de sa toute petite voix. Les trois ours inspectèrent la maison. Le plus grand vit que le coussin de son fauteuil était enfoncé. « Quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil !» rougit-il de sa grosse voix. « Quelqu'un s'est assis dans le mien aussi !» grommela l'ours de taille moyenne. « Quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil et l'a tout cassé !» gémit le petit ours de sa minuscule voix. Les trois ours allèrent ensuite dans la chambre. Le plus grand s'aperçut que ses draps étaient défaits. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit !» rugit-il de sa grosse voix. « Quelqu'un s'est couché dans le mien aussi !» grommela l'ours de la taille moyenne. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit et s'y est endormi !» chuchota le petit ours de sa minuscule voix. Réveillé peu à peu par les voix des trois ours, Boucle d'Or ouvrit un œil, puis 2.
En voyant les 3 ours penchés sur elle, elle fut prise d'une énorme frayeur. La fillette se leva d'un bond et s'enfuit par la fenêtre qui était ouverte. Le plus grand des ours répara la chaise du plus petit. Le moyen lui prépara un nouveau bol de bouillie. Et tous les 3 prirent enfin tranquillement leur petit déjeuner. Quant à l'imprudente fillette aux boucles dorées, les 3 ours ne la revirent jamais. Deuxième histoire, Mes petits contes aux éditions Milan, Les lutins et le cordonnier. Il était une fois un cordonnier si pauvre qu'il n'avait même pas de quoi se chausser. Pour seule richesse, il possédait un bout de cuir, c'est-à-dire de quoi fabriquer une paire de souliers. Ce bout de cuir était son unique espoir de gagner de l'argent. Il avait peur de le gâcher. Aussi, après l'avoir découpé, il préféra se coucher, se disant qu'il continuerait le lendemain quand il serait reposé. Mais au petit matin, une surprise attendait le cordonnier. Les chaussures étaient terminées. Elles étaient magnifiques, cousues avec finesse, cirées avec délicatesse et lacées avec adresse. Dès qu'il les mit en vitrine, le cordonnier les vendit. Avec l'argent, le cordonnier courut acheter assez de cuir pour faire 2 paires de chaussures. Comme la veille, il tailla le cuir avant de se coucher. Et que croyez-vous qu'il arriva ? À son réveil, il trouva 2 paires de souliers. Sitôt en vitrine, les souliers furent vendus. Avec l'argent gagné, le cordonnier courut acheter de quoi faire 4 paires qu'il vendit le jour suivant, puis 8 paires, puis 16 paires, puis 32 paires, et ainsi de suite jusqu'à la semaine de Noël. Les clients se bousculaient chez le cordonnier, devenu aussi célèbre que le Père Noël. Le cordonnier, qui ne comprenait toujours pas comment tout cela arrivait, avait appelé sa boutique à la chaussure magique. Il n'avait qu'à tailler ses cuirs le soir pour découvrir le matin des chaussures magnifiquement réalisées. Quelques jours avant Noël, sa femme lui dit « Quelqu'un nous aide pendant la nuit, n'as-tu pas envie de savoir qui ?» « Si, répondit le cordonnier, restons cachés dans le placard et regardons ce qui se passe ce soir. Ding ! Au 2e coup de minuit, 2 lutins pas plus hauts qu'une grappe de raisin apparurent et trottinèrent jusqu'à l'établi. Malgré le froid, ils étaient presque nus, vêtus de guenilles et d'abonnets. Sous les yeux ébahis du cordonnier et de sa femme, les lutins se mirent à travailler avec entrain. Ils n'arrêtèrent pas avant d'avoir fini toutes les chaussures. Puis, ils disparurent comme ils avaient surgi. Le lendemain, la femme dit à son mari « Grâce à ces lutins, nous ne manquons de rien. Nous devons trouver comment les remercier. Moi, je vais leur coudre des habits d'hiver, et toi, tu vas leur fabriquer des bottes fourrées. » Et le soir, avant minuit, tous 2 déposèrent leurs cadeaux sur l'établi. Puis, ils retournèrent dans leur cachette, ravis d'observer le bonheur de leur minuscule bienfaiteur. Ding ! Au 2e coup de minuit, les lutins trottinèrent jusqu'à l'établi. Au lieu des morceaux de cuir habituels, ils virent les bottes et les habits. Aussitôt, les lutins enfilèrent leurs cadeaux en chantant gaiement « Youpi, youpi-yo, nous voilà au chaud, youpi, youpi-yo, nous voilà tout beau, youpi, youpi-yé, fini les souliers !» Après cette nuit, les lutins aux doigts de fée ne revinrent jamais. Quant au cordonnier, il passa un joyeux Noël. Puis, après la fête, il se mit à travailler comme les lutins le lui avaient appris, avec entrain et fantaisie. Et ses chaussures continuèrent à se vendre comme des petits pains. Youpi, youpi, yin! 3e histoire dans la collection Mes petits contes, le vilain petit canard. Il était une fois, par un bel été ensoleillé, une canne qui couvait 7 œufs. Tous, sauf le plus grand, avaient éclos en même temps. La canne était fière de ses bébés, mais elle s'inquiétait que le 7e tarde autant. Une vieille canne s'étonna de voir que la canne n'avait pas conduit ses petits à la mare.
Vous ne leur apprenez pas à nager ? Demanda-t-elle choquée. C'est que j'ai encore un œuf à couver, répondit la canne. Curieuse, la vieille canne jeta un œil sur l'œuf en retard. Ce n'est pas un œuf de canard, grincha-t-elle. Il va en sortir un poulet incapable de barboter. À votre place, je l'abandonnerai. Pas question pour la canne d'abandonner son rejeton. Elle continua à couver. Quand enfin la coquille se fendit, un caneton gris, ébouriffé et surtout très laid en sortit. Tant pis, se dit la canne, l'important est qu'il sache nager. La canne conduisit ses canetons à la mare. Avant de plonger, elle donna ses recommandations. N'oubliez pas de saluer les canards, dites « coin coin » et tout se passera bien. Sur l'eau, 7 canetons, sages et polis, avançaient derrière leur mère. Hélas, les canards, en voyant le dernier, cancanèrent. « Qu'il est vilain! Qu'est-ce que c'est que ce pingouin ?» Maman Canne fut vexée. Au fil des jours, le caneton enlaidissait. Ses frères se moquaient si bien qu'une nuit, il s'envola, loin des moqueries, vers un étang plus vaste et plus tranquille que sa mare. Tout de suite, il adora cet endroit. Vivre seul, loin de sa famille, n'était pas facile. Le pauvre eut la peur de sa vie quand il se retrouva face à un gros chien prêt à le saisir par le cou. Heureusement, le chien changea d'avis. « Sans doute suis-je trop laid pour faire un bon gibier » soupira le caneton. Effrayé par cette aventure, il partit en quête d'un abri plus sûr. C'est ainsi qu'il entra dans une masure occupée par une vieille dame, sa poule et son chat. La vieille dame le prit pour une canne et se réjouit des œufs qu'elle allait récolter. Mais le caneton ne pondait pas d'œufs comme la poule et ne ronronnait pas comme le chat. À quoi pouvait-il servir ? À rien d'intéressant pour la vieille dame. Le caneton se dit que sa place n'était pas là-bas. La vieille dame, la poule et le chat étaient heureux tous les trois et n'avaient pas besoin de lui. Alors, il repartit vers l'étang. L'automne avançait et le caneton avait de plus en plus froid. Un jour, caché dans les roseaux, il vit de beaux oiseaux blancs qui s'envolaient vers le soleil et fuyaient le mauvais temps. « Comme j'aimerais leur ressembler !» pensa le caneton. L'hiver arriva et l'étang gela. Un fermier eut pitié du caneton, qui grelottait, et le recueillit. Ainsi le caneton passa l'hiver au chaud. Toujours aussi sûr d'être le pire des laiderons, il se tenait, caché, par peur d'effrayer le brave fermier, sa femme et ses enfants. Dès le printemps, il retourna vers son étang. En se posant sur l'eau, le caneton se retrouva face aux grands oiseaux blancs qu'il admirait tant. Trop tard pour se cacher. « Tant pis, qu'ils se moquent de moi, se dit-il, je suis habitué. » Mais les oiseaux s'approchèrent et le caressèrent de leur bec. « Qu'il est beau !» s'exclama l'un d'eux. « Oui, renchérit un autre, de nous tous, il est le plus beau !» Pour la première fois, le vilain petit canard osa regarder son reflet. Il était devenu comme eux, un grand oiseau majestueux, un cygne, et peu lui importait désormais tous ses malheurs passés. Quatrième histoire dans la collection Mes petits contes, le bonhomme en pain d'épices. Il était une fois une fermière qui adorait cuisiner. Ce jour-là, elle préparait un pain d'épices pour le goûter. Comme elle était d'humeur joyeuse, elle fabriqua un petit bonhomme avec la pâte qui lui restait. Elle fit fondre du sucre coloré et lui dessina des yeux, un nez, un sourire et les boutons de son habit. Puis, elle le mit à cuire. Quelques minutes plus tard, la fermière entendit tambouriner à la porte du four. Elle l'ouvrit et découvrit le petit bonhomme de pain d'épices debout sur ses jambes, prêt à s'échapper. La fermière voulut l'attraper, mais le bonhomme bondit du four à la fenêtre et de la fenêtre au jardin en criant « Tu ne me mangeras pas, le plus rapide, c'est moi !» La fermière appela son mari à l'aide, puis elle partit à la poursuite du bonhomme à grande enjambée, suivie de près par le fermier.
En arrivant sur la route, le petit bonhomme de pain d'épices rencontra une vache qui broutait le long du fossé. La vache lui dit « Arrête-toi, mon mignon, que tu as l'air bien bon !» Mais le bonhomme de pain d'épices lui cria « Tu me mangeras pas, le plus rapide c'est moi !» La vache, qui avait très faim, s'élança sur le chemin. Derrière, le bonhomme courait maintenant la fermière, le fermier et la vache. Un peu plus loin, le petit bonhomme de pain d'épices rencontra un cheval qui se reposait dans son pré. Le cheval lui dit « Arrête-toi, mon petit, tu as l'air esquis !» Mais le bonhomme de pain d'épices lui cria « Tu me mangeras pas, le plus rapide c'est moi !» Quel culot, se dit le cheval, et il se mit à galoper derrière la fermière, le fermier et la vache. Le petit bonhomme de pain d'épices croisa ensuite des enfants qui jouaient dans les champs. Ils le regardèrent passer en se disant qu'il ferait un excellent goûter. Le bonhomme de pain d'épices le devina. Il continua sa course et leur cria « Vous ne me mangerez pas, le plus rapide c'est moi !» Les enfants, mis en appétit, rejoignirent le cortège derrière la fermière, le fermier, la vache et le cheval. Dans la forêt, le petit bonhomme de pain d'épices rencontra un renard. Ce renard avait l'air très gourmet. Le bonhomme le dépassa en criant « Tu ne me mangeras pas, le plus rapide c'est moi !» Mais le renard lui répondit « De toute façon, je ne veux pas te manger. » Le petit bonhomme s'arrêta. Devant lui, il y avait une rivière, large et profonde. Comment la traverser ? Le renard proposa « Monte sur mon dos, je vais t'aider. » Le bonhomme de pain d'épices accepta. Au milieu de la rivière, là où l'eau est profonde, le renard ordonna « Monte sur ma tête pour ne pas te mouiller. » Le bonhomme se mit alors debout sur la tête du renard. Après quelques mètres, le renard lui dit « Tu risques de tomber, monte plutôt sur mon museau. » Le bonhomme obéit aussitôt. Quand ils arrivèrent de l'autre côté de la rivière, le renard n'eut plus qu'à ouvrir la bouche et miam, il avala d'un coup le petit bonhomme de pain d'épices. Puis le renard se tourna vers la fermière, le fermier, la vache, le cheval et les enfants, essoufflé, et leur dit « Celui-là, vous ne le mangerez pas, car le plus rusé, c'est moi. » 5e histoire dans la collection Mes petits contes, le chat Botté. À sa mort, un meunier laissa à ses fils le peu qu'il avait. L'aîné reçut le moulin, le deuxième eut l'âne. Pour le plus jeune, il ne restait que le chat. « Quelle misère, dit le garçon, je suis si pauvre que je n'aurai bientôt pas d'autre choix que de manger ce chat. » Entendant ces mots, l'animal s'exclama « N'y pensez pas, maître. Donnez-moi plutôt un sac et une paire de bottes pour courir dans les fourrés, et je vous promets que grâce à moi, vous vivrez comme un roi. » Comprenant que le chat avait besoin de cet attirail pour chasser, son maître le lui donna sans discuter. Très vite, le chat attrapa un lapin bien gras. Il le fourra dans son sac, mais au lieu de l'apporter à son maître affamé, il l'offrit au roi. « Sire, dit le chat, voici un lapin que mon maître a chassé pour vous. »« Et comment s'appelle ton maître ?» demanda le roi. « Monsieur le marquis de Carabas, mentit le chat. Le roi fut très content de ce cadeau et de tous les canards, lièvres et faisans que le chat lui apporta bientôt. Un jour, que le roi et sa fille, la princesse, se promenaient le long de la rivière, le chat conseilla à son maître d'aller se baigner. Puis pendant que le faux marquis barbotait, le chat lui chippa ses habits. Quand le carrosse passa près de là, le chat cria « Au secours, le marquis de Carabas se noie !» Le roi, qui n'avait pas oublié la générosité du marquis, envoya ses gardes le sauver. Quelques minutes plus tard, le chat expliqua au roi « Sire, mon maître vous remercie. Si des brigands ne lui avaient volé ses vêtements, il serait venu lui-même. Hélas, il ne peut sortir de la rivière sans rien pour couvrir son derrière. » Évidemment, le roi voulut aider le malchanceux et lui fit porter de beaux vêtements. Dans ses habits, le faux marquis était très élégant, et la princesse lui trouvait l'air d'un prince charmant. Tout se passait comme le chat l'avait prévu. Mais son plan ne s'arrêtait pas là.
Le chat laissa son maître en compagnie de la princesse et du roi et partit en courant devant le carrosse. Dans chaque champ qu'il traversait, le chat ordonnait aux paysans de dire qu'il travaillait pour le marquis de Carabas. Quand le carrosse passait devant les paysans, au roi, qui leur demandait « À qui sont donc ces blés que vous fauchez ?» il répondait immanquablement « À monsieur le marquis de Carabas. » Voilà qui est impressionnant, pensait le roi, ce marquis très puissant. Le chat arriva enfin devant le château d'un ogre riche et cruel. C'est ici que devrait vivre le marquis de Carabas, décida le chat. Il se présenta à l'ogre et déclara « Cher ogre, il se dit dans tout le pays que vous êtes doté de grandes qualités. » « C'est vrai, répondit l'ogre, je peux sans mal me transformer en animal. » Chut ! L'ogre se changea en un lion terrifiant. « Bravo, bredouilla le chat, effrayé. Mais vous qui êtes si grand, sauriez-vous vous changer en rat également ?»« Oui, et mieux que ça encore, rugit l'ogre. » Et il se transforma en une minuscule souris. Malheur à lui. À peine le chat eut-il vu la souris qu'il n'en fit qu'une bouchée. Le chat sortit sur le perron et attendit le carrosse. Alors il alla à la rencontre du roi et dit « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château du marquis. » À l'intérieur, le roi découvrit l'énorme banquet dressé pour le déjeuner de l'ogre. Et puis il dit « Marquis, vous êtes généreux, riche et accueillant. Vous êtes un prince tout à fait charmant. Voulez-vous épouser ma fille et faire partie de notre famille ?» C'est de cette manière qu'un chat fit de son maître un prince, grâce à un sac, une paire de bottes et des ruses plein la tête. 6e histoire dans la collection Mes petits contes, les 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons devenus assez grands pour se débrouiller sans leur maman. « Quoi que vous fassiez maintenant, faites-le du mieux que vous pouvez, » leur dit celle-ci quand ils quittèrent le logis. Chacun partit bien décidé à suivre ce conseil à sa façon. Les 3 petits cochons s'enfoncèrent dans la forêt à la recherche d'un endroit où construire leur maison. Le premier petit cochon construisit une chaumière en paille, parce que pour lui, les brins de paille étaient ce qu'il y avait de plus léger à transporter. Le deuxième petit cochon construisit une cabane en bois, parce que pour lui, les brindilles et les branches étaient ce qu'il y avait de plus amusant à assembler. Le troisième petit cochon, enfin, construisait sa maison en briques, parce que le mieux, selon lui, était que sa maison soit solide. Un jour, le grand méchant loup, qui rêvait de croquer ses petits cochons grassouillés, s'approcha de la maison de paille. « Laisse-moi entrer, petit cochon, ordonna-t-il. « Par les frisottons de mon menton, non et non et non, répondit le petit cochon. « Alors, permets-moi de souffler, 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 jusqu'à faire s'envoler tous les brins de paille de ta maison. » Le grand méchant loup souffla, et bien sûr, la maison vola en éclats. Le loup n'eut qu'à tendre la patte pour attraper le petit cochon dodu et le dévorer tout cru. Mais un seul petit cochon, c'était trop peu pour son appétit de glouton. Le loup se précipita vers la maison de bois. « Laisse-moi entrer, petit cochon, ordonna-t-il. « Par les frisottons de mon menton, non, non, non et non, répondit le petit cochon. « Alors, permets-moi de souffler, 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 jusqu'à faire s'envoler tous les bois de ta maison. » Le loup n'eut qu'à tendre la patte pour attraper le petit cochon dodu et le dévorer tout cru. 2 petits cochons, c'était très bon, pensa le grand méchant loup. Et pourquoi pas un 3e? Après tout, le loup courut jusqu'à la maison de briques. « Laisse-moi entrer, petit cochon, ordonna-t-il. « Par les frisottons de mon menton, non, non et non, répondit le petit cochon. « Alors, permets-moi de souffler, 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 jusqu'à faire s'envoler toutes les briques de ta maison. » Mais le loup eut beau souffler, 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 pas une brique ne bougea. Le loup recommença, toussa, cracha, gronda, mais la maison ne trembla même pas. Le loup rusé eut une autre idée.
Puisque c'était comme ça, il grimperait sur le toit et entrerait par la cheminée. Mais le troisième petit cochon était encore plus rusé. Dans la cheminée, il alluma un grand feu, puis il mit une marmite d'eau à bouillir. Enfin, il attendit tranquillement que le grand méchant loup tombe dedans. Ce qui devait arriver arriva, le grand méchant loup se jeta droit dans le bouillon. Aussitôt, le petit cochon posa sur la marmite son couvercle, et ainsi le long fut cuit. Le lendemain, le petit cochon invita sa mère à partager une bonne soupe au loup. Quel régal ce fut pour elle de constater qu'en cuisine comme en tout, son fils faisait comme elle le lui avait conseillé du mieux qu'il le pouvait. 7e histoire dans la collection Mes petits contes, la petite poule rousse. Il était une fois une petite poule rousse qui vivait dans sa ferme, seule et heureuse de l'être. Sur la colline d'à côté habitait un renard rusé qui rêvait de capturer la poule pour la dévorer. « Comme elle doit être tendre, si seulement je pouvais la cuire dans ma marmite !» se lamentait-il. Mais la poule se méfiait. Quand elle s'en allait, elle fermait sa porte à double tour et mettait la clé dans la poche de son tablier, où elle gardait aussi des ciseaux et un biscuit. Et toutes les fois qu'elle rentrait, elle s'enfermait. Un matin enfin, le renard pensa avoir trouvé le moyen d'attraper la poule. Il annonça à sa mère « Mets la marmite sur le feu, ce soir nous allons déguster une petite poule rousse. » Le renard prit un sac de toile et courut à la ferme de la petite poule rousse. Il arriva à l'instant même où elle sortait ramasser du bois et se cacha derrière le tas de bûches. Dès que la poule se pencha pour en saisir une, le renard se faufila par la porte de la maison, restée ouverte. Puis, planté derrière la porte, il attendit. 1 minute plus tard, la petite poule rousse rentra, ferma la porte à clé et soupira. « Comme je suis tranquille ici, bien à l'abri !» À peine avait-elle dit cela que la poule aperçut le renard prêt à attaquer. Effrayée, elle laissa tomber ses bûches et vola jusqu'à une poutre du plafond. De son perchoir, la poule cria « Tu ferais mieux de partir, car là où je suis, tu ne peux pas m'attraper. »« Nous allons voir, » murmura le renard. Et que fit le renard, à votre avis ? Il se plaça juste sous la poule qui le regardait. Puis il se mit à tourner comme une toupie, jusqu'à ce que la petite poule rousse ait le tournis. La pauvre perdit l'équilibre et tomba pile dans le grand sac. Le renard n'avait plus qu'à rentrer chez lui, où l'attendait la marmite qui bouillait. Pour rejoindre sa maison, le renard devait grimper la colline. Tandis qu'il marchait, il se sentit fatigué. Il s'allongea contre un arbre et s'endormit. Dans le sac, la petite poule rousse entendit le renard ronfler. Elle prit des ciseaux dans la poche de son tablier et découpa un petit trou dans la toile. Elle y passa la tête, histoire de voir où elle était. Puis, elle découpa un plus large trou et sortit tout entière. La poule fourra une grosse pierre dans le sac du renard et s'enfuit. De retour chez elle, elle ferma la porte de sa maison à double tour. Peu après, le renard se réveilla et continua son chemin, content de rapporter un tel butin. C'est qu'elle pesait lourd, la petite poule rousse. Cela promettait un fameux festin. En voyant le renard, sa mère demanda « As-tu la petite poule rousse ?»« Oui, oui, dit-il. Est-ce que le bout a gros bouillon ?»« Alors, fais bien attention. Ôte le couvercle de la marmite. Je vais jeter la petite poule rousse dedans. » La mère souleva le couvercle. En face d'elle, le renard secoua le sac. Fouf, fouf. La grosse pierre tomba dans la marmite qui se renversa et éclaboussa des pieds à la tête le renard et sa mère. Aveuglés par l'eau bouillante, les deux vilains n'y comprenaient rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois remis de leur brûlure, ils n'eurent plus jamais envie de petite poule rousse pour le dîner. Quant à la poule de cette histoire, elle vécut dans sa ferme, heureuse et sans souci tous les jours de sa vie. 8e histoire. La princesse au petit pois. Il était une fois un prince charmant qui cherchait une vraie princesse à aimer. Mais pour épouser ce prince-là, être fille de roi ne suffisait pas. Une vraie princesse devait avoir d'autres qualités.
Elle devait être intelligente, amusante, gentille, charmante. Et sa peau devait être douce et fine comme l'aile du papillon. Pour trouver sa princesse, le prince prit son cheval par les rênes et il partit au galop faire le tour de la terre. Hélas, aucune princesse ne fit le bonheur de son cœur. L'une était bête au point de croire que sa servante éteignait le soleil chaque soir, telle autre était si ennuyeuse que le prince, en l'écoutant, bâilla sans décrocher la mâchoire. Passons sur celle qui n'avait rien d'extraordinaire, sauf pour qui aime l'odeur du chou vert. Partout le prince croisait des princesses, mais jamais elles n'étaient vraies. Au bout d'une année, il finit par retourner dans son château, seul et le cœur gros. Et là, il se mit à rêver qu'un jour sa princesse viendrait. Un soir d'automne, une tempête énorme éclata dans le royaume. Dans le bruit du tonnerre, le prince n'entendit pas frapper à la porte. C'est son père le roi qui alla ouvrir. Qui osait les déranger à une heure pareille? Qui pouvait bien se promener sous les éclairs? Mystère. Une jeune fille se tenait dehors sous la pluie. Elle disait être une princesse. Pourtant, elle n'avait pas fière allure. De l'eau coulait de ses cheveux jusqu'à la pointe de ses chaussures. Et ses vêtements étaient tout chiffonnés. Nous allons vérifier si cette demoiselle est une vraie princesse, décida la reine. En catimini, elle alla dans la chambre de l'invité et retira le matelas du lit. Puis, elle déposa un petit poids sur le sommier, empila 20 matelas sur le petit poids et par-dessus ajouta 20 édredons en plume d'oie. Son travail fini, elle fit entrer la princesse et lui souhaita une bonne nuit. Le lendemain matin, la princesse descendit prendre son petit déjeuner. Le prince fut étonné de la trouver fatiguée. « Avez-vous bien dormi ?» demanda la reine à la princesse. « Affreusement mal, répondit celle-ci. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'étais couchée sur quelque chose de si dur que j'en ai des bleus sur tout le corps. C'est terrible. » Qui, sinon une vraie princesse, pouvait sentir à travers 20 matelas et 20 édredons en plume d'oie un minuscule petit pois. Sa peau était aussi fragile que l'aile du papillon et il n'y avait pas de doute à ce sujet. À partir de ce jour, le prince découvrit que la princesse avait les qualités dont il rêvait. Il la demanda en mariage, ce qu'elle accepta. Quant au petit pois de cette histoire, il fut exposé dans un musée où chacun peut encore le voir, si personne ne l'a emporté pour le manger. 9e histoire, les musiciens de Brême. Il était une fois un vieil âne trop fatigué pour travailler. Il quitta donc la ferme et partit pour Brême où il espérait devenir musicien dans la fanfare municipale. En chemin, il vit un chien qui aboyait tristement. « Eh bien, pourquoi pleures-tu » demanda l'âne. « Je suis trop vieux pour la chasse, » répondit le chien, « et mon maître ne veut plus de moi. Je me suis enfui, mais comment vais-je faire pour manger ?»« Je suis en route pour Brême, » lui dit l'âne. « Viens avec moi jouer dans la fanfare. » Le chien décida de suivre l'âne. Chemin faisant, ils aperçurent un chat couché au bord de la route, l'air bien malheureux. « Que t'est-il arrivé ?» lui demanda l'âne. « Je suis vieux maintenant, » répondit le chat. « Je préfère me prélasser que chasser les souris, et ma maîtresse veut me renvoyer. J'ai quitté la maison et ne sais où aller. Viens avec nous à Brême, tu pourrais devenir musicien dans la fanfare. » Le chat se laissa convaincre et suivit l'âne et le chien. Peu de temps après, les 3 fugitifs entendirent un coq qui chantait à s'en briser la voix. « Pourquoi chantes-tu ainsi ?» s'écria l'âne. « Ma maîtresse est sans cœur. Elle a dit à la cuisinière de me faire cuire demain pour la soupe. Alors je chante tant que je peux encore. »« Allons, dit l'âne, viens avec nous à Brême. Tu as une belle voix pour la fanfare. » Le coq était d'accord et les 4 compagnons se mirent en route. Affamés, ils arrivèrent devant le repère de quelques voleurs. L'âne vit à l'intérieur des bandits devant une table bien garnie. « Voilà qui nous contenterait parfaitement, » pensèrent les amis. Ils eurent une idée.
L'âne se dressa sur ses pattes arrière, le chien sauta sur le dos de l'âne, le chat grimpa sur le chien et le coq se posa sur la tête du chat. Ensemble, ils firent une drôle de fanfare. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler et le coq à chanter. Puis ils sautèrent à l'intérieur. Les brigands crurent à un monstre et s'enfuirent dans la forêt. Les animaux se mirent à table et mangèrent avec appétit. Puis chacun trouva une place pour dormir. L'âne sur le tas de fumier, le chien devant la porte, le chat près du feu et le coq sur une poutre. Le lendemain, un bandit vient voir si le monstre était toujours là. Il avançait dans la pénombre quand soudain le chat lui sauta au visage. Le chien lui mordit le mollet, l'âne lui décocha un coup de sabot et le coq lança un retentissant cocorico. Le bandit prit ses jambes à son cou et raconta sa mésaventure à son chef. Dans la maison, une sorcière m'a griffé le visage. Un homme m'a tailladé le mollet avec un couteau. Dans la cour, un monstre m'a frappé avec son gourdin. Et un juge sur le toit a crié « Arrêtez cet escroc !» À ces mots, les brigands s'enfuirent pour de bon et les 4 musiciens de Brême s'installèrent dans la maison pour toujours. 10e histoire, Jack et le haricot géant. Il était une fois une pauvre fermière et son fils, Jack. Tous deux vivaient du lait de leur vache, mais un jour elle n'en donna plus une goutte. « Quelle misère !» s'exclama la fermière. « Qu'allons-nous faire ?» Elle eut une idée. Son fils allait vendre la vache et avec l'argent ils ouvrirent une épicerie. Jack et la vache partirent pour le marché. En chemin, le garçon croisa un vieil homme. Jack lui expliqua son projet. Le vieillard déclara qu'il était prêt à lui offrir le meilleur prix, toute une poignée de haricots. Mais une vache contre des graines, cela ne semblait pas une bonne affaire. Jack se mit en colère. « Ces haricots sont magiques, » insista le vieillard. « Plante-les et tu verras. Et si je mens, ta vache, tu la reprends. » Rassuré, Jack accepta. Le soir, la mère de Jack fut très fâchée. Comment son fils avait-il pu être idiot au point de croire à cette histoire de haricots? Elle l'envoya au lit sans dîner et jeta les graines par la fenêtre. À son réveil, Jack crut que le soleil ne s'était pas levé. Devant sa fenêtre, des plantes géantes empêchaient la lumière de passer. Les graines avaient germé, le vieillard avait dit vrai. Jack grimpa le long des tiges jusqu'au ciel. Là-haut, il découvrit une route droite et au bout une maison immense et devant, une géante. Affamé, Jack lui demanda un petit déjeuner. « C'est toi qui vas servir de petit déjeuner, » dit la femme. « Mon mari est un ogre et il adore les enfants sur ses tartines grillées. »« S'il vous plaît, Jimmy Jack, je n'ai rien mangé depuis hier. Je préfère périr sur une tartine que mourir de famine. » La femme conduisit Jack dans la cuisine. Alors qu'il se régalait, les murs se mirent à trembler. L'ogre approchait. La femme cacha Jack dans le four. « Tu, chantonna le géant d'un air méchant. Qu'est-ce que je sens? Serait-ce un enfant? »« Mon cher, dit la femme, c'est le garçon que vous avez mangé hier. Allez donc, vous lavez pendant que je cuisine. » La femme conseilla donc à Jack d'attendre la sieste de son mari pour s'échapper. Dans le four, Jack entendit l'ogre se goinfrer, compter ses pièces d'or et enfin ronfler comme un cochon. Quand Jack sortit, des sacs d'or étaient étalés devant lui. Jack en prit un et s'enfuit. Il descendit le long du haricot et atterrit devant sa mère. « Alors ?» demanda le garçon. « Ces haricots sont extraordinaires, non ?» Jack et sa mère vécurent richement grâce aux pièces d'or. Puis un jour, le sac fut vide. Jack devait tenter sa chance à nouveau. Il grimpa le long du haricot et se dirigea vers la maison. La femme se tenait devant. Jack demanda de quoi manger. « Je te reconnais, tu es déjà venu, et depuis, il nous manque un sac d'or. »« Je vais tout vous raconter, » répondit Jack, « mais j'ai trop faim pour parler. » La femme invita Jack à entrer. Tout à coup, les murs se mirent à trembler. L'ogre approchait.
Jack se cacha dans le four. Le géant avala un gigantesque repas. Puis il fit venir sa poule aux œufs d'or. La poule pondit un gros œuf en or et l'ogre s'endormit heureux. Jack sortit du four et attrapa la poule. Les codecs de l'animal réveillèrent l'ogre. Mais Jack réussit à s'échapper et descendit le haricot à toute vitesse. Quelle ne fut pas la joie de la fermière quand elle découvrit que son fils lui avait rapporté une poule aux œufs d'or. Mais Jacques voulait plus encore. Il ne put s'empêcher de retourner au sommet du haricot. Cette fois, il attendit derrière un buisson, près de la maison. Quand la femme fut sortie, le garçon entra dans la cuisine et se cacha dans le chaudron. Peu après, les murs tremblèrent et l'ogre et sa femme entrèrent. « Tu, chantonna l'ogre. Qu'est-ce que je sens? Serait-ce un enfant? Si c'est le voyou qui a volé ton or et ta poule, je parie qu'il est dans le four. » Mais Jack n'y était pas. Renfrogné, l'ogre mangea pour se consoler. Puis il exigea sa harpe d'or. Bercé par le chant de l'instrument, il s'endormit. Jack en profita pour sauter du chaudron, voler la harpe et filer vers la sortie à pas de souris. Soudain, la harpe appela « Maître, maître !» L'ogre ouvrit un œil, vit Jack s'enfuir et se lança à sa poursuite le long du haricot. Tout en descendant, Jack criait « Maman, maman, apporte-moi une hache !» L'ogre approchait dangereusement. L'enfant sauta à terre, attrapa la hache et trancha le pied du haricot. Dans un énorme fracas, la plante s'effondra et le géant tomba de si haut qu'il se brisa les os. Jack fit cadeau de la harpe à sa mère et tous deux vécurent à l'abri de la pauvreté en vendant les œufs de la poule. Puis un jour, Jack, devenu grand, épousa une princesse de haut rang. 11e histoire, le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille si adorable que tout le monde l'aimait rien qu'à la regarder. Un jour, sa mère grand lui fit cadeau d'un chapeau en velours rouge coquelicot. La fillette le trouva très joli et décida de ne plus le quitter. Depuis, l'enfant est appelé le petit chaperon rouge par tous les gens du pays. Un matin, sa mère dit au petit chaperon rouge « Ta mère grand est fatiguée, apporte-lui ce morceau de galette et ce pot de beurre pour la réconforter. Et surtout, prends soin de ne pas te perdre en chemin, ne va pas de ci de là et marche droit. » Sa mère grand n'habitait pas tout près. Pour se rendre chez elle, le petit chaperon rouge devait traverser la forêt. Alors qu'elle venait d'entrer dans le bois, un loup s'approcha à pas feutrés. « Bonjour, petit chaperon rouge, » dit le loup. « Qu'as-tu dans ton panier ?»« De la galette et un pot de beurre. Je vais les apporter à ma mère grand, qui habite la maison de l'autre côté de la forêt, » répondit le petit chaperon rouge. Le loup eut alors une idée. « Si on jouait, tu prends ce chemin-ci et moi celui-là. Le premier de nous deux qui arrive a gagné. »« D'accord, » dit le petit chaperon rouge, sans se méfier. Le loup était rusé. Il prit un raccourci qu'il connaissait, et alors que le petit chaperon rouge était encore loin, il arriva chez Mère Grand le premier. Le loup frappa à la porte, prit une petite voix et murmura « Bonjour, Mère Grand, c'est moi, le petit chaperon rouge. » Du fond de son lit, la grand-mère répondit « Bonjour, ma chérie, dis à la chevillette, la pominette, chéra. » La porte s'ouvrit. Le loup entra, se jeta sur la mère grand et l'avala tout rond. Puis il enfila une chemise de nuit, noua un bonnet sur sa tête et se glissa sous l'édredon. Quelques instants plus tard, le petit chaperon rouge frappait à la porte. « Bonjour, mère grand, c'est moi, le petit chaperon rouge. » Du fond de son nid, le loup chevrota. « Bonjour, ma chérie, tire la chevillette, la bobinette, chéra. » La porte s'ouvrit, le petit chaperon rouge entra et posa son panier. Puis la fillette s'approcha du lit et dit « Mère grand, comme tu as de grandes oreilles. »« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, » répondit le loup. « Mère grand, comme tu as de grands yeux. »« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »
Mère grand, comme tu as de grandes dents, c'est pour mieux te manger, hurla cette fois le loup. Puis il bondit sur le petit chaperon rouge, l'avala tout rond. Le ventre bien rempli, le loup s'endormit et se mit à ronfler si fort que les murs de la maison en tremblaient. Le bruit attira l'attention d'un chasseur des environs. Quand il entra dans la maison et vit le loup dormant dans le lit de la mère grand, le chasseur voulut le tuer sur le champ. Mais il réfléchit, se dit que ce vilain loup avait sûrement avalé la vieille dame. Le chasseur découpa le ventre du loup avec des ciseaux. Le petit chaperon rouge et la mère grand en sortirent aussitôt. « Comme j'ai eu peur, comme il faisait noir là-dedans !» dit le petit chaperon rouge. Pendant que le chasseur et mère grand dégustaient la galette, la fillette alla chercher de grosses pierres et en remplit le ventre du loup. Pour finir, la mère grand recousit le tout. Quand il se réveilla, le loup était si lourd qu'il tomba plusieurs fois avant de réussir à se mettre debout. Alors qu'il se traînait jusqu'à chez lui, il décida que plus jamais il ne ferait un tel repas. Quant au petit chaperon rouge, elle avait compris la leçon. Désormais, elle suivrait le chemin indiqué par sa maman et n'écouterait plus les méchants loups gourmands. 12e histoire, la soupe aux cailloux. Il était une fois un chat sans le sou qui ne possédait qu'un chapeau à trous. En route vers la ville où il espérait faire fortune, le chat comptait sur la générosité des gens pour le nourrir et l'accueillir un moment avant de repartir. Mais les gens étaient méfiants et préféraient souvent fermer leurs portes, leurs cœurs et leurs volets en voyant ce pauvre mendiant. Pourtant, le chat gardait confiance. Il était sûr de trouver la chance au bout du chemin. Un jour, presque mort de faim, il arriva dans un village où les maisons étaient toutes fermées. Étaient-elles inhabitées ? Non, de la fumée sortait des cheminées. En vérité, les gens se cachaient par peur de l'étranger. Le chat frappa à la porte d'une chaumière. Quand elle s'ouvrit, il ôta son chapeau troué, se pencha en avant et demanda poliment « Auriez-vous, s'il vous plaît, quelques croûtons de pain pour un chat affamé ?» Mais la propriétaire lui claqua la porte au nez, disant qu'elle n'avait plus une miette à partager. Alors le chat carillonna à la porte d'un château. Quand la porte s'ouvrit, il ôta son chapeau troué, se pencha en avant et demanda poliment « Auriez-vous, s'il vous plaît, quelques croûtons de pain pour un chat affamé ?» Mais le châtelain répondit que ses provisions étaient calculées. Pour les occupants du château, pas un de plus, pas un de moins. Et ainsi de suite dans tout le village. Le chat frappa, carillonna à toutes les portes de toutes les maisons et tout le monde lui dit « Non, non et non ». Pour trouver la force de repartir vers la grande ville, le chat avait besoin de manger. Alors, il eut une idée. Puisque les gens d'ici ne savaient pas donner, il allait les aider. Il s'installa sur la place du village et s'exclama « Ce soir, distribution de soupe aux cailloux. C'est un cadeau du chat au chapeau à trous. Venez nombreux goûter ma spécialité. » Aux passants, le chat demanda une marmite d'eau. Comme cela ne coûtait rien, on la lui prêta aussitôt. Le chat alluma un feu sous la marmite et plongea dans l'eau un beau caillou propre et lisse. De plus en plus curieux, les habitants sortirent de chez eux. Comment, avec un simple caillou, le chat pouvait-il cuisiner un potage délicieux ? Chacun demandait à voir, chacun avait envie de savoir. Au bout d'un quart d'heure, le chat expliquait que le caillou qui barbotait dans le bouillon donnerait tout son goût s'il était cuit aux petits oignons. À ces mots, un villageois courut en chercher et le jeta dans le bouillon. Au bout d'une demi-heure, le chat expliquait que ce caillou donnerait encore meilleur goût avec des navets et un potiron. À ces mots, des villageois coururent chercher des navets et un potiron, et le chat les jeta dans le bouillon. Et ainsi de suite pendant 3 heures. Pour améliorer le goût de sa soupe aux cailloux, le chat demanda des haricots verts, des carottes, des pommes de terre et même un poulet. Et tout le monde courut chercher ce que le chat voulait. Le temps passant, le caillou remuant mélangeait ses bons ingrédients, si bien qu'à la fin, le chat dit « C'est prêt !» Il servit les villageois et ensemble ils s'installèrent autour d'une immense table prêtée par le châtelain. Certains apportèrent du fromage, des jus de fruits et du pain, et tous firent un joyeux festin. De quoi rendre au chat la force de partir vers la ville.
Avant son départ, pour le remercier, les villageois lui remplirent les poches de bonnes choses à manger. L'un d'eux dit au chat: « Grâce à toi, nous n'aurons plus jamais peur d'avoir faim, parce que nous savons maintenant faire de la bonne soupe avec un seul petit caillou. » Un petit caillou, de rien du tout, et beaucoup de générosité, c'est la recette du chat au chapeau à trous. 13e histoire, la Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui rêvaient d'avoir un enfant. Lorsque la reine mit au monde une fille, une grande fête fut organisée. Les 7 fées du royaume se réunirent autour du berceau pour faire un don à la petite princesse. L'une lui donna la beauté, l'autre l'intelligence, la troisième la grâce. Aurore reçut aussi l'art de danser, de chanter et de jouer de la musique. Au moment où la 7e fée se préparait à faire son vœu, une sorcière tout de noir vêtue et si vieille qu'on la pensait morte depuis longtemps, fit son apparition. Vexée de ne pas avoir été invitée, elle prédit qu'Aurore mourrait en se piquant le doigt sur un rouet. Alors la 7e fée changea le mauvais sort. Aurore ne mourra pas, mais s'endormira pour 100 ans. Pour protéger sa fille, le roi interdit à toute personne de posséder un métier à tisser. Aurore grandit ainsi en toute sécurité. Cependant, 16 ans plus tard, la princesse découvrit dans une tour du château une vieille femme qui filait. Intriguée, elle demanda à apprendre et se piqua le doigt. Aussitôt, elle tomba inanimée. Le roi fit installer sa fille dans la plus belle chambre du château pour qu'elle puisse y dormir les 100 prochaines années. La 7e fée, bien en peine d'imaginer la princesse se réveiller seule dans son château, eut une idée. Elle s'envola dans les airs et toucha de sa baguette magique tous les habitants du palais qui plongèrent aussitôt dans un profond sommeil. Puis elle fit pousser une forêt de ronces épaisses autour du château, empêchant quiconque d'y pénétrer. Au bout de 100 ans, un beau prince qui passait dans les environs aperçut les tours du château au-dessus de la forêt. Un vieux paysan lui raconta l'histoire d'une jeune princesse endormie après un maléfice. Curieux, le jeune homme prit son épée et s'avança au travers des ronces, et comme par magie, celles-ci s'écartèrent d'elles-mêmes. Le prince traversa toutes les pièces du château, dégouffrant les habitants endormis. Lorsqu'il arriva enfin en haut de la tour, il s'arrêta devant la jeune princesse aux yeux clos. Il la trouva si belle qu'il s'approcha et lui donna un baiser. Aussitôt, Aurore et tous les hôtes du palais se réveillèrent. Une grande fête fut célébrée pour le réveil de la princesse. Amoureux au premier regard, Aurore et le prince se marièrent et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie. 14e histoire, la moufle. En ce matin d'hiver, un vent frais souffle au pied des grands pins. Gavotte la souris grelotte. Soudain, elle découvre une moufle en laine sur son chemin. Quel bonheur! Voici un endroit parfait pour moi, se réjouit la souris. Avant d'entrer, elle demande à haute voix: Maison, maisonnette, qui habite ici? Et comme personne ne répond, elle entre dans la moufle. Le vent frais du matin souffle fort au pied des grands pins. Flocon le lapin a les oreilles glacées. Soudain, il découvre la moufle sur son chemin. Voici un endroit parfait pour moi, se réjouit le lapin. Hélas, la moufle semble occupée. Flocon n'ose pas y rentrer. Maison, maisonnette, qui habite ici? Demande le lapin. Y a-t-il une place pour moi? Oui, répond Gavotte la souris, il n'y a que moi dans cette maison. Entre donc. Aussitôt, le lapin entre dans la moufle. Au pied des grands pins, Aglaé la renarde a le museau gelé. Ses moustaches frétillent de joie lorsqu'elle aperçoit la moufle. Hélas, elle semble occupée. Avant d'y rentrer, Aglaé demande: Maison, maisonnette, qui habite ici? Y a-t-il une place pour moi? Oui, répond Gavotte, il n'y a que mon ami Flocon et moi, entre donc. Aussitôt, la renarde entre dans la moufle. Dans la moufle, bien à l'abri, 1, 2, 3 animaux se tiennent compagnie. Tout d'un coup, la souris, le lapin et la renarde entendent des bruits de pas dans la neige. Les pas se rapprochent.
Maisonnette, qui habite ici, y a-t-il une place pour moi? C'est la voix de Courtois le sanglier qui chevrotte de froid. Oui, répond la souris, entre donc dans notre maison, il y a de la place pour toi. Enfin, je crois. Aussitôt, le sanglier entre se réchauffer auprès de Gavotte, Flocon et Aglaé. Dans la mouve bien à l'abri, 1, 2, 3, 4 animaux se tiennent maintenant compagnie. Nous sommes au complet, fait remarquer la souris. En effet, dit le sanglier. Maisonnette, qu'un bons amis habite ici, dit la renarde. Pas un de plus, pas un de moins, dit le lapin. En ce matin d'hiver, le vent souffle encore et encore au pied des grands pins. Oh, quelle froidure, ronchonne l'ours Bristou. Quand il voit la moufle, se dit que cette maisonnette est juste parfaite pour lui. Reste-t-il de la place? Baliverne! Bristou, le sans-gêne, ne se pose pas ce genre de questions. Que fait-il alors? Eh bien, il entre sans demander la permission, et c'est ainsi qu'il fait craquer la moufle de laine et ratatine tous ses occupants. Bravo, Bristou! Depuis les matins d'hiver, on entend dans la forêt le vent souffler cette chanson au pied des grands pins. Dans la forêt lointaine, on entend brise tout, dans la moufle de laine, il casse tout, et l'ours brise tout, se fait tout petit. 15e histoire, les habits neufs de l'empereur. Il était une fois un empereur qui adorait les habits. Le coquet s'en faisait confectionner des milliers, et les gens étaient habitués à le voir défiler avec d'incroyables tenues. Un jour, 2 fripons se mirent à raconter partout qu'il avait inventé un tissu magique. C'était un tissu que seuls les gens très intelligents pouvaient voir, un tissu bien trop beau pour les yeux d'Enigo. L'empereur finit par entendre parler de cette étoffe. Il se dit qu'elle avait été inventée pour lui. Elle ferait de superbes vêtements et elle l'aiderait à faire le tri entre les idiots et les intelligents. Les 2 fripons furent invités au château. Ils prirent les mesures de l'empereur, puis ils proposèrent de lui tisser une chemise, un gilet, un pantalon et même un caleçon. « Vous verrez, Majesté, notre étoffe est aussi douce et légère que l'air. Il serait dommage de porter autre chose. » Une fois l'empereur sorti, les 2 fripons s'installèrent et firent semblant de tisser. Au bout de quelque temps, l'empereur demanda à un ministre de contrôler le travail. Le ministre fut surpris en voyant les métiers à tisser qui tournaient sans fil. Lui qui se pensait malin, il ne voyait rien de rien. Pourtant, quand l'un des tisserands lui demanda « Ne trouvez-vous pas ce tissu éblouissant ?» De peur d'être pris pour un sot, le ministre répondit « Oui, éblouissant, je vais dire à l'empereur que son habit étincelle comme le diamant. » Le lendemain, l'empereur envoya un 2e ministre contrôler les tisserands. Devant les métiers à tisser, ce ministre-là fut aussi étonné que le premier. Lui qui se pensait malin et ne voyait rien de rien. Pourtant, quand l'un des tisserands lui demanda « Êtes-vous satisfait de voir comment l'habit a avancé ?» De peur de passer pour un sot, le ministre répondit « Oui, très satisfait, et je vais dire à l'empereur que son habit est bientôt prêt. » Enfin, vint le jour où les tisserands firent essayer à l'empereur sa tenue. « Magnifique !» s'écrièrent les 2 fripons. L'empereur trembla devant l'évidence. Il n'était pas d'une grande intelligence, puisque il ne voyait rien de rien. Mais pas question de l'avouer. Il dit donc « Parfait, je vais m'habiller ainsi pour défiler cet après-midi. » « Cet habit vous va comme un gant, dit l'un des tisserands. « C'est simple, on ne voit que vous, s'exclama le second. Pour les remercier, l'empereur flatté donna 2 sacs d'or aux fripons. Rassuré par les compliments, l'empereur sortit défiler, fesses à l'air et nu comme un verre. Dans la rue et aux fenêtres, les gens applaudissaient. Personne n'osait se moquer, car personne ne voulait avouer qu'il ne voyait rien de rien. Quand, soudain,
Il est tout nu, s'écria un enfant. Il se promène tout nu dans la rue. La vérité galopa dans la foule et éclata toute nue. L'empereur, sa cour et le peuple entier avaient été trompés. Seul un petit garçon intelligent et sûr de lui avait eu le cran de révéler la tromperie, et il n'y avait ni tissu ni habit. Quant aux deux menteurs aux poches bien remplies, ils avaient bien sûr quitté le pays. 16e histoire. Réponse. Il était une fois une méchante sorcière qui avait un jardin extraordinaire. Elle y faisait pousser des réponses, ses fleurs bleues au goût délicieux. Une nuit, la voisine de la sorcière envoya son mari en chercher. Hélas, les réponses étaient ensorcelées. La voisine, qui attendait un bébé, était souvent affamée. Mais après avoir goûté les fleurs, elle eut besoin d'en manger à toute heure. Et pour trouver de quoi la satisfaire, le mari dut retourner chez la sorcière. Et là, cette fois, le pauvre se fit surprendre. L'horrible sorcière lui proposa alors de cueillir autant de réponses qu'il voulait. Mais en échange, les voisins devraient lui donner leur bébé citonné. C'est ainsi que, contre quelques fleurs de son jardin, la sorcière prit la fille des voisins. La sorcière baptisa la fillette Réponse, comme la plante. Réponse vécut heureuse jusqu'à ses 12 ans. Puis la sorcière l'enferma en haut d'une tour, sans porte ni escalier, en lui disant « C'est pour mieux te protéger, mon enfant !» Quand la sorcière rendait visite à Réponse, elle criait « Réponse, mon trésor, lance-moi tes cheveux d'or !» Et la jeune fille déroulait ses longs cheveux jusqu'au sol. Alors la sorcière s'accrochait à la tresse pour grimper jusqu'à la fenêtre. Réponse rêvait d'amour et chantait tout le jour. Un prince qui passait l'entendit. Curieux de savoir à qui était cette belle voix, il se cacha dans un buisson. De là, il vit la sorcière rejoindre Réponse. Après le départ de la sorcière, le prince cria à son tour « Réponse, mon trésor, lance-moi tes cheveux d'or !» Croyant que c'était la sorcière, Réponse obéit, et le prince grimpa. En se découvrant, Réponse et le prince poussèrent un cri. Elle, parce qu'elle n'a jamais vu d'inconnu, lui, parce qu'il n'avait jamais croisé pareille beauté. En un instant, le prince tomba amoureux de Réponse, et l'instant d'après, c'était au tour de Réponse de l'aimer. Tous les soirs, le prince portait une bobine de soie à Réponse. Elle tisserait une échelle pour s'échapper avec lui. « Tu m'attendras en bas, je lancerai l'échelle, et hop, je sauterai dans tes bras, dit-elle. Puis nous partirons au galop vigoureux dans mon château, disait-il. C'était leur projet, et il se réaliserait bientôt. Hélas, un jour, en aidant la sorcière à se hisser, Réponse gémit « Pourquoi êtes-vous moins légère que le prince ?» Oups, il était trop tard pour se taire. Le mal était fait. « Tu m'as trahi, hurla la mégère. Vois ce que je fais de tes cheveux qui ont servi à faire entrer un autre que moi ici. » Et clac, elle coupa la chevelure d'or. Puis elle jeta un sort à Réponse, qui se trouva projeté seul en plein désert. Même sans mur, cet endroit était une prison, impossible à fuir. Ensuite, la sorcière attendit le prince, et se servant des cheveux de Réponse, elle le fit entrer. Puis, elle lui jeta à la figure un tas de méchanceté. « Ta fiancée a disparu, elle ne t'aimera plus, nananer !» Le prince sauta par la fenêtre. Malheureusement, il se blessa aux yeux en tombant dans les rosiers et il n'y voyait plus. Mais c'était moins grave pour lui que de ne pas être avec sa fiancée. Alors le prince se promit de passer sa vie à la chercher. Sous le soleil, la neige, les ouragans, par tout le temps, le prince la chercha. Un beau jour, il est arrivé dans un désert, quand, épuisé à force de marcher, il entendit un chant familier. C'était Réponse qui chantait, et le prince, qui ne voyait plus à sa voix, l'avait reconnu.
Tous les deux pleurèrent de joie. Les larmes de réponse coulèrent dans les yeux du prince, ce qui lui rendit la vue par magie. Ses traces à lui guidèrent ses pas à elle, ce qui leur permit de traverser le désert. Au bout du chemin, le bonheur les attendait. Certes, ce bonheur leur avait demandé plus de temps et d'efforts que ce qu'ils avaient imaginé. Pourtant, ils y étaient arrivés. 17e histoire, le voyage de Tom Pouce. Il était une fois un garçon pas plus haut qu'un pouce, aimé et bien nourri par ses parents. Il n'avait pourtant jamais grandi. C'est pourquoi ses parents l'avaient surnommé Tom Pouce. Tom Pouce était aussi rusé qu'il était petit. C'est dire à quel point il était rusé, le plus rusé du pays. Un jour, pour aider son père fatigué de se rendre en forêt, Tom Pouce eut une idée. Tandis que son père se reposerait dans la charrette, il guiderait le cheval en lui parlant à l'oreille. Ainsi son père n'avait plus à tenir les rênes. Installé dans l'oreille du cheval, Tom Pouce donnait des ordres. Il était si bien caché que la charrette semblait avancer seule. Intrigués par ce mystère, deux étrangers la suivirent. L'attelage s'arrêta dans une clairière. « Nous sommes arrivés, papa !» cria Tom Pouce en sortant de sa cachette. « Tu vas pouvoir couper du bois !» Quand les deux étrangers virent le garçon, ils se frottèrent les yeux pour être sûrs qu'ils ne rêvaient pas. Les deux compères voulurent acheter ce minuscule enfant. Les gens de la ville allaient payer cher pour voir pareille curiosité. Le père de Tom Pouce avait beau être pauvre comme un oiseau déplumé, il refusa. Mais Tom Pouce lui chuchota. « Prends l'argent et ne t'inquiète pas, je reviendrai vite à la maison, crois-moi. » À contre-cœur, le père de Tom Pouce le vendit et retourna chez lui. Quant à Tom Pouce, il ne le savait pas encore, mais quelques aventures allaient l'empêcher de rentrer aussi vite qu'il l'avait prédit. Les deux étrangers marchèrent un long moment jusqu'à ce que Tom Pouce demande à descendre du chapeau où il était assis pour faire pipi. À peine posé sur le sol, il disparut par un trou de souris. Et les deux étrangers ne le revirent jamais. Bien fait! À la nuit tombée, Tom Pouce ressortit et se blottit dans une coquille d'escargot. Il entendit alors deux bandits qui se demandaient comment cambrioler des fermiers. « Moi je sais !» s'écria Tom Pouce. Les deux bandits mirent du temps à saisir que celui qui parlait était ce garçon aussi rikiki qu'un limaçon. « Je me glisserai chez ces gens, dit Tom Pouce, et je vous ferai passer tout ce que vous demanderez. » Ravis, les deux brigands emmenèrent Tom Pouce près d'une ferme. Une fois dedans, il hurla « Alors, que voulez-vous que je vende ici ?» Dehors, les brigands étaient embêtés à force de hurler. Tom Pouce allait faire échouer leur plan. En effet, la fermière se réveilla, ouvrit la porte et fit peur aux voleurs qui s'enfuirent les mains vides. Bien fait! Dès que la fermière se fut recouchée, Tom Pouce en profita pour visiter la ferme et s'endormit sur un tas de foin. Hélas, la vache de la ferme mangea ce foin au petit déjeuner. Le pauvre Tom Pouce fut réveillé en tombant dans l'estomac de l'animal qui venait de l'avaler. Il y faisait noir, et au fur et à mesure que l'estomac se remplissait, la place manquait. Tom Pouce cria soudain « Stop! Ne me donnez plus de foin !» En entendant la vache parler, les fermiers n'en crurent pas leurs oreilles. Le fermier ouvrit le ventre pour regarder comment elle était faite. Bien sûr, il ne trouva rien, à part du foin. Tom Pouce avait réussi à s'échapper sans être vu. Hélas, le garçon s'était à peine éloigné qu'il fut dévoré tout cru par un loup. Mais il ne se découragea pas. « Cher loup, dit-il, je sais où tu peux trouver de délicieux plats. »« Ah oui, où ça ?» demanda le loup affamé. « Chez moi, il y a des biscuits, du jambon, des fruits, autant que tu voudras. » Ainsi le garçon se fit ramener à sa maison. Il fit entrer le loup et lui dit de manger tout ce qu'il trouvait. À la fin de son repas, le loup était si gros et si lourd qu'il ne pouvait plus bouger. Il était piégé. Tom Pouce, le rusé, appela ses parents pour les réveiller. Et quand ses parents accoururent, il leur cria « Je suis dans le ventre du loup !» Tout
Tout heureux, le père rassomma le loup et lui ouvrit le ventre pour faire sortir son garçon. « Papa, maman !» s'écria Tom Pouce. « Si vous saviez ce qui m'est arrivé, je me suis promené sur un chapeau, puis dans un trou de souris. J'ai été avalé par une vache, puis par un loup. Maintenant, promis, je reste chez nous. » Et nous, promis, nous t'échangerons plus, même contre tout l'or du monde, dit sa maman, parce que notre plus grande richesse, c'est toi. Sur ces mots, elle envoya Tom Pouce se changer, car pendant ce voyage, ce petit monstre avait un peu trop sali ses habits. 18e histoire, Hansel et Gretel. Il y a très longtemps, vivait un bûcheron, sa femme et leurs 2 enfants, Hansel et Gretel. Cette famille était si pauvre qu'un jour le pain vint à manquer. Alors les parents ne virent pas d'autre solution que d'abandonner leurs enfants dans la forêt dès la nuit tombée. Seuls dans le noir, les enfants furent effrayés. Ils marchèrent sans s'arrêter pour retrouver leur chemin. Ils commençaient à être fatigués lorsqu'une lumière les guida vers une chaumière. C'était une maison extraordinaire, tout en sucre et pain d'épices, un vrai délice. Affamé, Hansel goûta une tuile du toit. Il sursauta quand une voix chuchota. « Quel glouton mange ma maison ?»« C'est le vent » chantèrent les enfants. Gretel mordit un bout de volet. « Quel gourmet vient me grignoter ?»« C'est le vent » chantèrent les enfants. Tout à coup, une vieille femme apparut et leur dit « Entrez, mes petits, vous serez mieux dedans. » Ravis, les enfants l'écoutèrent. Hélas, la femme était une sorcière. Elle enferma Hansel dans une étable et ordonna à Gretel « Cuisine-nous quelque chose de bon que ton frère engraisse comme un cochon. Quand il sera assez gras, j'en ferai mon repas. » La pauvre Gretel passait ses journées à cuisiner, tandis que son frère restait enfermé. Chaque matin, la sorcière venait le voir et disait « Tends un doigt que je tâte s'il est assez gras. » Mais à la place de son doigt, Hansel, rusé, lui tendait un bout de bois. La sorcière n'y voyait pas bien et chaque fois, elle trouvait Hansel encore trop maigrelet pour être mangé. Un jour pourtant, elle s'impatienta et dit à Gretel « Tant pis si ton frère ne grossit pas, ce soir j'en fais mon repas. Entre dans le four et dis-moi s'il est assez chaud. » « Comment entre-t-on là-dedans » demanda Gretel innocemment. « Par là, regarde » répondit la sorcière en passant la tête. Aussitôt, Gretel lui donna un coup de pied dans le derrière et la sorcière tomba dans le four. Vite, Gretel ferma la porte à double tour. La sorcière eut beau hurler, Gretel avait déjà détalé. Elle libéra son frère et fous de joie, les enfants s'embrassèrent. Puis ils fouillèrent la maison et trouvèrent un coffre plein de diamants. Ils en remplirent leurs poches avant de chercher à rentrer chez eux. Enfin, ils reconnurent de loin la route menant à leur maison. Ils y retrouvèrent leurs parents qui pleuraient de les avoir abandonnés. Alors Gretel secoua son tablier et les diamants roulèrent sur le parquet. Désormais, plus jamais, le pain ne viendrait à manquer. 19e histoire, Blanche-Neige. Il était une fois une reine qui brodait à sa fenêtre. Elle se piqua le doigt et une goutte de sang tomba sur la neige. « Si seulement je pouvais avoir une fille au teint blanc comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme l'ébène, » pensa-t-elle. Quelques mois plus tard, elle mourut en mettant au monde une petite fille à la peau si pâle qu'on l'appela Blanche-Neige. Le roi se remaria avec une femme très belle, mais terriblement méchante. Chaque matin, elle interrogeait son miroir magique. « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle de tout le royaume ?»
Et le miroir lui répondait: « Ma reine, vous êtes la plus belle de tout le royaume. » Cependant, un jour, alors que Blanche-Neige devenait vraiment jolie, le miroir répondit: « Ma reine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige est encore plus belle que vous. » La reine entra alors dans une colère noire. Elle fit venir un chasseur et lui ordonna d'emmener Blanche-Neige dans la forêt pour la tuer. Le chasseur obéit, mais il eut pitié de la jeune princesse et la laissa s'enfuir. Blanche-Neige erra longtemps dans les bois. Alors que la nuit tombait, elle entra dans une maison où tout était très petit. Il y avait 7 petits lits, une petite table dressée avec 7 petites assiettes et 7 petites cuillères. Épuisée, Blanche-Neige s'endormit. Cette maison était celle de 7 nains qui travaillaient à la mine. Il fut très surpris de découvrir une jeune fille endormie sur leur lit. Elle leur raconta son histoire. Ils l'accueillirent de bon cœur. Tous les matins, en partant travailler à la mine, il disait à Blanche-Neige: « Sois prudente, ne laisse entrer personne. » Un jour, alors que la reine interrogeait son miroir, il lui répondit: « Ma reine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige chez les 7 nains est encore plus belle que vous. » La reine, folle de rage, empoisonna une pomme et se déguisa en paysanne. Puis elle se rendit chez les nains et proposa le fruit à Blanche-Neige. À la première bouchée, celle-ci tomba inanimée sur le sol. En rentrant, les nains trouvèrent Blanche-Neige sans vie. Désespérés, ils construisirent un cercueil de verre et le portèrent sur la colline pour la voir et la pleurer tous les jours. Quelque temps plus tard, un prince passa dans les environs. Il aperçut le cercueil et tomba amoureux de Blanche-Neige. Il implora les nains de le laisser ramener la jeune fille dans son château, car il ne pouvait plus vivre sans elle. En chemin, un des porteurs lâcha le cercueil qui heurta le sol. La secousse fit sortir le bout de pomme empoisonné de la gorge de Blanche-Neige, l'éveillant de ce long sommeil. La princesse aima le prince aussitôt, et ils se marièrent dans les jours qui suivirent. La méchante reine vint au mariage, mais elle mourut de rage quand elle reconnut Blanche-Neige. Et Blanche-Neige vécut très heureuse auprès de son prince adoré. 20e histoire, le vaillant petit tailleur. Autrefois, dans un royaume lointain, vivait un petit tailleur qui travaillait, cousait et reprisait avec entrain. Un matin, qu'il avait besoin de se donner du cœur à l'ouvrage, il se prépara une tranche de pain à la confiture. Aux mouches taquines qui voletaient près de sa tartine, le tailleur donna un grand coup de tachon. Et vlan, en toi, 7 à la fois. Quel exploit, se dit le tailleur, personne ne doit ignorer cela. Il décida de parcourir le royaume avec une ceinture brodée de ces mots: j'en abats 7 d'un coup. Avant de quitter sa maison, il fourra dans son baluchon un morceau de fromage et son canari pour avoir un casse-croûte et un peu de compagnie. Le tailleur marcha à travers villages et forêts. Un jour, il croisa le chemin d'un géant. « Halte là, demi-portion !» gronda le géant. « Que vois-je à ta ceinture? Toi, tu as tué 7 hommes d'un coup !» Le géant ne savait pas qu'il s'agissait de mouches, et le tailleur se garda bien de lui dire la vérité. « Si tu es si puissant, fais comme moi, dit le géant. » Il saisit un caillou et le serra fort entre ses doigts, si fort qu'il broya le caillou et que de l'eau s'en échappa. « Puf ! Facile !» fanfaronna le tailleur. Il sortit de son baluchon le fromage qu'il avait emporté et le serra jusqu'à ce que le jus en sortît. Impressionné, le géant proposa au tailleur un nouveau défi. Il prit un autre caillou et le lança si haut dans le ciel qu'il dépassa les nuages. « Si tu es si puissant, fais comme moi, » répéta le géant. « Ton caillou irait tomber, » répondit le tailleur. « Le mien ira si loin qu'il ne retombera point. »
et prenant le canari dans son baluchon, il le jeta en l'air. L'oiseau s'envola. Comme prévu, il ne revint pas. Cette fois, le géant ne douta plus de la vigueur du petit tailleur. Pour le vaincre, il imagina donc un plan. « Mon brave, lui dit-il avec un air un peu trop gentil, tu dois être fatigué, et si tu venais dormir chez moi cette nuit ?» Arrivé à la caverne du géant, le tailleur fut invité à se coucher dans un lit au moins 10 fois plus grand que lui. Il se blottit dans un coin et s'endormit. À minuit, l'heure du crime, le géant choisit de mettre son plan à exécution. Il saisit une lourde barre de fer et en donna un grand coup au milieu du lit. Puis, sûr que son rival était ratatiné, il retourna se coucher. Au matin, quelle surprise pour le géant de retrouver le tailleur en bonne santé. Craignant une vengeance, le géant quitta aussitôt le royaume et ne revint jamais. La nouvelle vint alors aux oreilles du roi qu'un jeune garçon avait vaincu le terrible géant. Pour le féliciter de son exploit, le roi le nomma chevalier. Depuis ce jour, le vaillant petit tailleur ne porta plus de ceinture mais une belle armure sur laquelle était gravé « J'en abats 7 d'un coup, plus un géant pour couronner le tout », qu'on se le dise. 21e histoire, le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois une chèvre qui vivait avec ses 7 chevreaux bien-aimés. Un jour qu'elle devait partir au marché pour y chercher de quoi manger, la chèvre dit à ses biquets « Fermez le verrou et méfiez-vous du loup. S'il entrait, il vous mangerait. C'est un filou qui sait se déguiser, mais vous le reconnaîtrez à sa grosse voix et à ses pattes noires comme le charbon. »« Promis, juré, nous ferons attention » s'écrièrent en chœur les 7 chevreaux. La chèvre les embrassa un à un et s'en alla. Un peu plus tard, on frappa à la porte, et une grosse voix s'écria « Ouvrez, mes biquets, c'est votre maman qui revient du marché. J'ai une surprise pour chacun de vous. » Mais les chevreaux reconnurent le loup. « Tu n'es pas notre maman, tu as une trop grosse voix, tu es le loup. Va-t'en et ne reviens pas. » À ces mots, le loup rusé fila chez l'épicier. Là, il acheta de la craie et la croqua pour adoucir sa voix. Puis il retourna chez les biquets. « Ouvrez, mes cabris, c'est votre maman. » Mais les chevreaux aperçurent la patte noire du loup sur le rebord de la fenêtre. Aussitôt, ils se méfièrent. « Tu n'es pas notre maman, tu as les pattes noires comme le charbon, tu es le loup, va-t'en et ne reviens pas. » À ces mots, le loup rusé fila chez le boulanger. Là, il trempa sa pâte dans la farine pour qu'elle soit aussi blanche que celle de la chèvre. Puis, il retourna frapper à la porte des biquets. « Ouvrez, mes chéris, c'est votre maman. »« Si tu es notre maman, montre-nous ta pâte blanche. » Le loup posa sa pâte enfarinée sur le rebord de la fenêtre. Alors, croyant que leur mère était rentrée, les chevreaux ouvrirent sans plus se méfier. Bim, bam, boum, le méchant entra avec fracas. Les piquets coururent se cacher, le premier sous la table, le deuxième dans son lit, le troisième dans le poêle, le quatrième dans la cuisine, le cinquième dans l'armoire, le sixième sous la bassine et le septième dans l'horloge. Mais le loup les découvrit et les dévora. Tous, sauf le septième, le plus petit qui était le mieux caché. Quand la chèvre arriva enfin, elle trouva la maison sans dessus-dessous. La table était renversée, les lits défaits, la bassine cabossée, et pas un biquet ne se précipita pour l'embrasser. Tout à coup, elle vit l'horloge bouger. Le plus petit des chevreaux pointa le bout de son museau. Il raconta à sa mère comment le loup avait dévoré ses sœurs et ses frères. En pleurs, la chèvre sortit suivie de son biquet. Près de la maison, au pied d'un arbre, la chèvre et son petit aperçurent le loup endormi.
Quelque chose remuait dans son bedon. Se pouvait-il que les chevreaux soient vivants là-dedans? La chèvre prit des ciseaux dans la poche de son tablier et découpa le ventre du glouton. Les 6 chevreaux, qui avaient été avalés tout ronds, sortirent un peu sonnés, mais en bonne santé. Tous ensemble, ils ramassèrent des cailloux et en remplirent le ventre du loup. Puis, avec du fil et une aiguille, la chèvre cousit le ventre du vilain, qui ne se rendit compte de rien. À son réveil, le loup eut le plus grand mal à se mettre debout. Il se sentait lourd et assoiffé. Son ventre faisait un drôle de bruit quand il marchait. Le loup réussit à se traîner jusqu'au puits. Mais quand il se pencha pour boire, plouf, il bascula. Les cailloux l'entraînèrent tout au fond et il se noya. Voyant cela, la chèvre et ses 7 petits se rassemblèrent autour du puits et à l'unisson ils chantèrent cette chanson. Le loup est mort aujourd'hui, il est tombé dans le puits. Le loup est mort aujourd'hui, nous n'avons plus peur de lui. 22e histoire, Saute petite crêpe. C'est la Chandeleur. Oh, dans la poêle du père Lulu, une drôle de crêpe est apparue. Elle a des bras, des jambes et une tête, et même une bouche pour chanter. Dans la poêle du père Lulu, un petit bonhomme remue. Il n'a pas d'habit, il est tout nu. Il a une tête, des bras et des jambes, et même des pieds pour sauter. Mais quand le père Lulu veut le mettre dans son assiette, hop, le bonhomme crêpe prend la poudre d'escampette en poussant la chansonnette. Père Lulu, tu ne me mangeras pas parce que le plus rapide c'est moi. Le bonhomme crêpe s'enfuit dans la rue, suivi par le père Lulu. Arrivé à un carrefour, il s'arrête devant une gendarmette. Voyant ce petit bonhomme à croquer, elle lâche son sifflet et dit « Miam, j'ai trouvé mon goûter. Stop, arrête-toi !» Mais le bonhomme crêpe reprend sa course et sa chansonnette. « Gendarmette, tu ne me mangeras pas parce que le plus rapide c'est moi. » Derrière le bonhomme crêpe, il y a maintenant 2 poursuivants, la gendarmette et le père Lulu. Sur le trottoir, le bonhomme crêpe dépasse un chien qui court, après un chat qui court, après un rat. Bien sûr, tous les 3 veulent le manger, mais le bonhomme crêpe court en tête en poussant la chansonnette. Chien, chat, rat, vous ne me mangerez pas parce que le plus rapide c'est moi. Derrière le bonhomme crêpe, il y a maintenant 5 poursuivants. Le chien, le chat, le rat, la gendarmette et le père Lulu. Arrivé au passage pour piétons, le bonhomme crêpe s'arrête devant une fillette. Aussitôt en chantonnant, il l'avertit « Fillette, tu ne me mangeras pas parce que le plus rapide c'est moi. »« Pouf, je veux pas te manger, lui répond la fillette, je n'aime pas les crêpes. Rassuré, le petit bonhomme crêpe demande alors « Peux-tu m'aider à traverser? J'ai peur de me faire écraser. »« Bien sûr, dit la fillette, viens dans ma poche, tu y seras au chaud. » Puis, au bout de quelques pas, viens plutôt sur mon épaule, tu seras au-dessus de la pollution. Comme tu sens bon, viens près de mon nez, que je puisse te respirer, et de ma bouche, que je puisse te croquer. Miam! Et avant que la fillette ne traverse la rue, dans sa bouche, le bonhomme crêpe a disparu, au nez et à la barbe du rat, du chat, du chien, de la gendarmette et du père Lulu. Elle leur chante alors ce joyeux couplet. Plus la peine de traverser, vous ne mangerez pas, parce que la plus gourmande et la plus rusée, c'est moi. C'est ici que l'histoire se finit. Bon appétit!